Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer déjà par vous demander si vous m'entendez bien, si la liaison est bonne et qu'il n'y a pas trop de friture sur la ligne. Bonjour. Tout est OK, on m'entend bien. Bonjour. OK, super. Bon, très bien. Alors, je vais peut-être commencer par un double propos introductif. La première chose, ça ne vous a pas échappé, on a dû changer à la dernière minute notre horaire de diffusion pour ce rendez-vous statut. Donc on en est bien évidemment désolé, on aurait voulu faire autrement, mais on a eu des contraintes internes qui ont fait qu'on n'a pas eu le choix. Donc merci pour votre souplesse de planning et d'être présent tout de même. Voilà, ça c'est pour une première chose. Deuxième chose, j'excuse également Madame Calvier-Jalby qui a l'habitude d'ouvrir les rendez-vous statut et de vous présenter le thème qui est abordé. Donc aujourd'hui, vous devrez vous contenter de moi en propos introductifs pour ouvrir ce rendez-vous statut donc sur la retraite progressive. Alors on sait que c'est un sujet qui est un petit peu brûlant d'actualité par rapport à la réforme qui est passée le 15 juillet dernier, qui a rabaissé finalement l'âge de l'ouverture du droit. Au niveau du forum qui s'est tenu le 9, on a reçu beaucoup d'agents qui ont témoigné un intérêt particulier pour ce dispositif. Également beaucoup de gestionnaires gestionnaires RH des collectivités qui se posaient tout un tas de questions, puisque c'est venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe, bien plus tôt que prévu pour certains agents. Donc ça va être l'occasion, le timing était bon, finalement pour le thème, ça va être l'occasion de revenir un peu sur ce dispositif, de vous expliquer les points d'attention, les alertes, comment ça se passe. Voilà. Alors, je vais essayer de passer les diapos au fur et à mesure, ce serait pas mal. En sommaire. Alors, on va rappeler un petit peu, en quelques mots, l'essence du dispositif, sa pertinence. On regardera les conditions d'éligibilité, ce qu'est la pension partielle, comment elle se calcule. On abordera également la pension définitive. C'est une question qu'on a beaucoup, ça. Est-ce que ma retraite progressive a un impact sur le montant de ma retraite définitive? Comment on effectue les démarches? Et enfin, la surcotisation. Alors, en quelques mots, la retraite progressive permet, sous réserve d'une activité professionnelle réduite, de percevoir une partie de sa pension de retraite. Elle s'adresse aux salariés, indépendants ou fonctionnaires proches de l'âge légal, sous condition. Ce dispositif, et c'est là son intérêt, facilite une transition en douceur entre la vie active et la retraite complète. Alors il y a 3 conditions majeures qu'on va revoir de façon particulière les unes après les autres. Tout d'abord, il faut réunir 150 trimestres. On reviendra sur la notion de trimestre et ce qu'elle emporte, quelle est la vision de la CNRACL et la vision du régime général, parce que c'est pas la même. La réduction du temps de travail, entre 50% et 90%, il y a également des subtilités. Et pour finir, évidemment, les apports de la dernière réforme, à savoir l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à partir de 60 ans, qui vient bouleverser pas mal la donne finalement sur la durée pendant laquelle on peut rester en retraite progressive, et du coup, ça va maximiser les impacts sur la retraite définitive. Alors, double intérêt, en tout cas, c'est ce que l'on a estimé par rapport à la retraite progressive. Double intérêt à la fois pour l'agent et pour l'employeur. Vraiment, c'est un dispositif qui est séduisant pour les deux parties. Elle est souvent perçue sous le seul angle financier. Mais au-delà de ces considérations, purement de rémunération, elle offre une palette d'avantages pour une fin de carrière épanouissante et une transition réussie. Alors, c'est un petit peu le spot publicitaire. On vend le dispositif là, sur cette diapo et sur la diapo d'après. Donc on va découvrir ensemble un petit peu les bénéfices qui sont souvent sous-estimés et qui vont contribuer au bien-être de l'agent, à la transmission des savoirs. Donc tout d'abord, transition douce et équilibre vie pro, vie perso. Donc plutôt qu'un arrêt brutal, la retraite progressive permet de réduire progressivement son activité, comme son nom l'indique. Temps d'adaptation précieux, réduction du stress et de la fatigue, aide à retrouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso.
On est dans cet esprit-là. On sent vraiment une volonté de contrebalancer le report progressif de l'âge légal de 62 à 64 ans. On offre finalement aux salariés et aux agents une alternative qui va venir un petit peu voilà, adoucir ce report brutal. Maintien du lien social et transmission des savoirs. L'agent continue de faire partie d'une équipe, préservant ainsi le lien social et professionnel. Opportunité pour valoriser la contribution de l'agent sur la durée et reconnaître son engagement, renforçant ainsi l'attractivité de la collectivité comme employeur. Alors, ça ne sera pas le seul avantage, on a aussi du coup dégagé du temps libre pour réaliser éventuellement des projets personnels qui peuvent avoir été mis de côté durant la carrière, surtout si celle-ci a été exercée à temps complet. Donc on peut aborder une retraite complète avec de nouveaux centres d'intérêt, une dynamique positive. Et pour finir, maintien de l'activité intellectuelle et physique. Alors on n'est pas en train de dire ici qu'à 60 ans, on est grabataire, loin de là, bien sûr. Mais on oublie parfois que la limite d'âge, eh bien, elle peut être portée jusqu'à 70 ans. Ah, s'il y a un report, bien sûr, une prolongation d'activité. Et ça peut contribuer à préserver les capacités. Voilà, favorisant un vieillissement actif et sain. En tout cas, c'est ce qu'on a tendance à retrouver dans le discours. Ça, c'est pour l'agent. Ensuite, on va avoir du coup un levier stratégique pour les employeurs territoriaux. Alors, au-delà des bénéfices évidents pour les employés, agents, salariés, ce mécanisme présente également des avantages stratégiques pour les collectivités. Alors, tout d'abord, ça vous permet de travailler un petit peu sur l'absentéisme, que l'on peut voir croître, notamment en fin de carrière. On sait que statistiquement, c'est le cas. Donc, vous permettez à vos agents de réduire leur temps de travail, diminuer le stress, la fatigue, favorisant une meilleure santé et peut-être réduire aussi les arrêts maladie. Ça peut être un des leviers essentiels et peut-être d'avenir sur le sujet. Compétences préservées, vous gardez l'agent quand même expérimenté dans vos effectifs, avec la possibilité de transmettre les savoirs à de nouvelles recrues. Donc passation peut-être plus fluide des dossiers, ça peut se travailler comme ça. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc pour une meilleure flexibilité. Anticiper les départs, ça permet d'avoir une visibilité. On peut planifier des remplacements de façon progressive. Compétences pour une gestion RH plus souple et prévisible. Et pour finir, optimisation des coûts salariaux. Bien évidemment, si vous réduisez le temps de travail de l'agent, vous allez réduire également la masse salariale. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le levier stratégique pour les employeurs. Alors, c'était vraiment l'aspect un peu communication. On va rentrer dans le vif du sujet et sur les conditions d'octroi, d'éligibilité en fait, à la retraite progressive. Alors, on l'a vu, 3 conditions, 150 trimestres, diminution du temps de travail, éligibilité à partir de 60 ans. On va commencer du coup par la condition des 150 trimestres. Alors 150 trimestres, c'est bien beau, mais finalement, qu'est-ce qu'un trimestre? Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué durant le rendez-vous statut de la carrière à la retraite, ainsi que la carrière longue. Et c'est important de le comprendre. Un trimestre, du point de vue de l'assurance retraite, qu'on appelle aussi régime général, qu'on associe également à la CARSAT, eh bien ce trimestre, il est fonction du montant annuel des revenus soumis à cotisation. Depuis 2014, le revenu minimum qui permet de valider un trimestre est égal au montant du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année, multiplié par 150 heures. C'est la raison pour laquelle on peut visualiser sur certains relevés de carrière plus de 4 trimestres par an. Vous avez déjà dû le voir en simulation sur PEPS, quand vous allez dans les durées autres régimes. Vous avez une visibilité sur les trimestres acquis par l'agent auprès notamment du régime général. Vous pouvez avoir 8 trimestres, 10 trimestres, 12, voire plus. C'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit que dans une année, il y a 4 trimestres. Mais en réalité, il faut bien dissocier la façon de voir le trimestre du régime général de la CNRACL. Pour la CNRACL, on va avoir une notion beaucoup plus proche de notre compréhension collective. Un trimestre, c'est une période d'activité exprimée en jours, 90 jours. La fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre.
Alors c'est pour ça que des fois, au niveau des dates de radiation des cadres, on peut jouer un peu. On va travailler un mois de plus. Grâce à ça, on va passer la barre des 45 jours. On va du coup réussir à gagner sur l'arrondi et on va avoir un trimestre supplémentaire alors qu'on ne l'a pas forcément bouclé en entier. Ça, voilà, c'est tout des jeux qu'on peut faire sur les dates de radiation des cadres. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire là-dessus? Si vous voulez savoir aussi, année par année, à combien était le trimestre, l'assurance retraite met à disposition, alors il suffit de taper sur Internet valeur d'un trimestre avec l'année, et vous avez un tableau à 2 entrées avec les années et la valeur du trimestre. Ça permet d'avoir une idée, éventuellement pour une année en début de carrière, hein, c'est souvent ces années-là qui sont sujets à correction. Ça permet de voir où est-ce qu'on se situe à peu près en termes de montant. Donc voilà pour le trimestre. Alors ben voilà, j'avais oublié que j'avais cette diapo. Là, vous avez du coup un tableau qui vous montre la valeur du trimestre par rapport à l'année. Donc seuls les salaires bruts, on parle toujours en brut, soumis à cotisation retraite sont pris en compte et dans la limite du plafond sécurité sociale, 3 925 € par mois pour un temps plein en 2025. Donc ça signifie que sur un mois d'activité, on cotise au maximum 2 trimestres, parce que c'est là où 2 fois le SMIC, on va taper assez rapidement le plafond. Généralement, on ne peut pas avoir plus de 24 trimestres en une année. Alors vous allez me dire, oui, mais 24 trimestres en une année, finalement, le taux plein, il va s'acquérir plutôt vite. C'est là qu'interviennent les notions de plafonnement, avec une nuance à apporter sur la constitution du droit et la liquidation du droit. Quand on va parler de constitution du droit, on va systématiquement plafonner le nombre de trimestres acquis dans une année à 4. Et c'est cette considération-là, c'est-à-dire la considération de finalement quand est-ce que je pars, puisqu'elle influe sur le taux plein, l'acquisition du taux plein, que l'on va regarder pour la retraite progressive. Ensuite, pour la liquidation du droit, on est sur la question de avec combien je pars. Et là, du coup, c'est ce qu'on va prendre en compte dans le calcul de la pension. Alors, on va y revenir sur ces notions de constitution du droit et de liquidation. On les avait déjà abordées dans le cadre de la carrière longue et elles ont leur importance également sur l'impact de la retraite progressive sur le montant de la retraite définitive. Voilà, constitution, liquidation, quand est-ce que je pars, avec combien. Toujours important de dissocier ça. Alors, encore une fois, sur les trimestres, on reste dans les trimestres. Est-ce que tous les trimestres comptent? On avait vu qu'en matière de carrière longue, ce n'était pas forcément le cas. On avait cette distinction entre la durée d'assurance cotisée, c'est-à-dire celle qui correspond à des cotisations versées lors d'une activité professionnelle. Donc c'était compté, durée d'assurance cotisée. Et par exemple, la bonification pour enfants n'était pas comptabilisée dans le cadre de la carrière longue. N'est pas comptabilisé comme une durée d'assurance cotisée ou réputée cotisée. On avait vu aussi, vous vous rappelez sans doute, les plafonnements sur le chômage, sur la maladie, accident du travail, ce genre de choses. Ce sont des considérations qu'on ne va pas retrouver sur la retraite progressive. On va parler vraiment de durée d'assurance au sens large. C'est bien l'ensemble des trimestres qui sont pris en compte dans la pension. Par exemple, si vous aviez des trimestres qui étaient accordés au titre d'un congé parental, qu'on ne retrouverait pas en carrière longue, eh bien pour le coup, ça compte. Voilà. Donc les 150 trimestres, on va venir regarder tout ça. Donc la réponse est bien oui. Alors, on vous a remis le camembert avec les différentes durées d'assurance. Durée d'assurance, bien sûr, c'est le synonyme, c'est trimestre. C'est exactement la même chose. Donc on va prendre en compte la durée d'assurance cotisée, la durée d'assurance réputée cotisée et les bonifications qui sont accordées au titre des enfants. Donc je vous rappelle, et on va y rentrer dans le détail également juste après, 4 trimestres en bonification au titre de la CNRACL, 8 trimestres de bonification au titre du régime général. Sachant que le relevé de carrière que l'agent télécharge sur son espace personnel Info Retraite ne va pas préciser les trimestres accordés au titre des enfants. Donc ce sera dans les simulations qu'on sera amené à produire que l'on enregistrera ces trimestres-là et qu'ils viendront potentiellement ouvrir le droit et impacter le montant. Voilà.
Donc attention au relevé de carrière info-retraite. Tout comme d'ailleurs attention au relevé de carrière info-retraite sur la carrière longue. Alors, au niveau des enfants, on a souvent beaucoup de questions par rapport aux enfants lorsqu'on reçoit les agents et on essaye toujours un petit peu de démystifier toute cette réglementation. Donc vous le savez, lorsque l'agent cotise à la CNRACL, eh bien, ça sera bien la CNRACL, dernier régime auquel l'agent a cotisé, qui instruira le dossier. La CNRACL est donc prioritaire. Elle va d'abord regarder, par rapport à sa propre réglementation, s'il est possible d'accorder des trimestres de bonification au titre des enfants à l'agent. Si la CNRACL n'attribue pas de trimestre au titre des enfants, à ce moment-là, on estimera de facto que ce sera le régime général qui le fera et on rajoutera, on forcera le système. On mettra 8 trimestres de plus sur les durées autres régimes. Donc je vous ai fait une petite capture d'écran, hein. Vous reconnaissez peut-être visuellement où est-ce que ça se situe. On est dans les simulations, dans la partie carrière. Et c'est bien ajouter une durée non affectée à une année. Voilà, non affectée à une année. Sinon, si à côté de ça, on a potentiellement une éligibilité pour la carrière longue, vous allez fausser la simulation. Donc c'est une durée non affectée à une année. Donc voilà, donc la CNRACL va regarder de façon prioritaire ce qu'il en est. L'agent n'a pas le choix. Il ne peut pas faire un arbitrage entre je vais le mettre à la CNRACL ou je vais le mettre au régime général. On sent souvent d'ailleurs une déception au niveau de l'agent qui estime que 8 trimestres, c'est mieux que 4. Alors, c'est parfois vrai, mais ça n'est pas toujours. Pour la CNRACL, je le rappelle, et là on va revenir sur la notion de trimestre, un trimestre c'est 90 jours. 4 trimestres, du coup, c'est 89,36, 360 jours, donc une année en fait. Donc si la CNRACL vous octroie 4 trimestres en bonification, c'est comme si vous travailliez un an de plus. Et ça va compter en liquidation. C'est-à-dire que c'est ça qui va avoir un impact sur le montant de la pension. Donc, vous avez un intérêt certain à vouloir augmenter votre pension de CNRACL sur un an d'activité, là où 8 trimestres supplémentaires au titre de l'assurance retraite correspondent en fait à 8 mois d'activité rémunérés au SMIC. Ce qui, d'un point de vue du montant de la pension, ne va pas être la même chose. Donc, il y a une qualité du trimestre qui est différente. Le trimestre CNRACL va être plus qualitatif du point de vue du montant de la pension. Par contre, si vous n'avez pas comptabilisé assez de trimestres durant votre carrière et qu'il vous en manque beaucoup pour avoir le taux plein, à ce moment-là, numériquement parlant, 8 trimestres pour atteindre le taux plein, ça va être plus avantageux. Vous l'atteindrez plus rapidement, surtout si vous avez 3 enfants. 3 x 8, 24. Donc là, 24 trimestres de plus pour atteindre le taux plein, c'est plus intéressant. Donc en gros, si vous avez le taux plein avec les 4 trimestres CNRACL, il vaut mieux les avoir à la CNRACL. Si vous n'avez pas le taux plein et que l'assurance retraite vous en octroie 8, vous l'atteindrez plus facilement. Voilà un petit peu l'idée qu'on peut en avoir. Mais l'agent ne peut pas choisir. Voilà. Alors, pour la CNRACL, on va avoir 2 réglementations. Pour l'instant, on est surtout sur les enfants nés avant 2004. Hein. Après, il y a une période charnière, on ne va pas les comptabiliser de la même façon. Je ne rentrerai pas dans le détail, on fera sûrement un rendez-vous statut sur les avantages liés aux enfants. Sachez qu'il s'agit de 4 trimestres attribués à la mère et ou au père. Donc pour le père, c'est possible. Sous condition, c'est beaucoup plus rare, hein, je crois qu'on ne l'a jamais vu, sous condition d'interruption ou de réduction d'activité. Alors bien sûr, il y a aussi des conditions liées à l'enfant, à la filiation, enfant légitime, enfant adopté. Bon, il y a beaucoup plus de conditions que ça, mais généralement, ça tombe assez facilement. La réglementation est assez accessible hein, pour l'octroi de trimestres. Et le fait d'avoir eu les enfants pendant une activité au régime général n'a aucune importance. Voilà. C'est pas parce que vous avez eu votre enfant au régime général qu'il sera pris en charge par le régime général. Ça n'a pas d'impact. Ensuite, vous avez du coup la majoration de durée d'assurance, qu'on appelle aussi bonification. Ils n'ont pas le même langage, hein, c'est juste pour nous perdre. Ça sert vraiment à ça. Donc au régime général, ils appellent ça majoration de durée d'assurance.
Vous avez 4 trimestres de maternité qui sont attribués automatiquement à la mère. Et ensuite, 4 trimestres d'éducation. Alors là, encore une fois, période charnière, 2010. On est surtout pour l'instant sur la réglementation avant 2010. Les enfants sont attribués à la mère. Donc c'est 8 trimestres de façon automatique à la mère. Après 2010, il peut y avoir des nuances. Et alors là, vous allez voir, c'est assez... faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Les parents doivent conjointement faire une déclaration dans les 6 mois à compter du 4e anniversaire de l'enfant. Donc c'est très précis. Hein. Vous avez les formulaires qui sont disponibles sur le site de l'assurance retraite. Je ne vous ai pas forcément mis les liens, mais ça se trouve assez facilement. C'est très nébuleux de la façon dont c'est agencé sur leur site. Mais vous avez la possibilité du coup de répartir les trimestres d'éducation. Comme vous voulez. 1, 3, 2, 2 et 3, 1 dans l'autre sens. Du coup, pour que le père puisse éventuellement en avoir. Alors là où ça peut être intéressant, pour l'octroi de trimestre par rapport au père, c'est par rapport à la surcote parentale. Alors c'est un autre mécanisme, on s'éloigne un petit peu de la retraite progressive, mais comme ça vous le saurez, vous en aurez entendu parler. Si jamais vous détenez un trimestre au titre de la bonification pour enfants, donc régime général, CNRACL, il est possible d'avoir durant l'année précédente l'âge légal, lorsque vous êtes en activité, une surcote pour chaque trimestre de cette année-là. Donc si mon âge légal c'est 62 ans, que j'ai un trimestre de bonification au titre des enfants, parce que avec ma compagne, par exemple, on s'est entendu pour que j'en ai un, eh bien je pourrais débloquer une surcote parentale de mes 61 ans à mes 62 ans. 1,25% pour chaque trimestre cotisé à cette période-là. Donc à mes 62 ans, j'aurai déjà une surcote de 5%. Voilà, c'est les petites subtilités de réglementation. C'est des choses qu'on aura l'occasion de revoir dans des rendez-vous statut pour les enfants. Mais ça peut être une stratégie voilà, pour un couple par rapport à la retraite. Alors, voilà, on clôture ici du coup les conditions liées au trimestre. Définition du trimestre. Je sais que je vais un peu vite, j'espère que vous arrivez à bien suivre. Est-ce qu'il y a des questions peut-être déjà par rapport à la notion de trimestre? On ne passe pas à la notion de trimestre. Donc je réponds à une question. Est-ce que l'on prend en compte si l'enfant est né quand l'agent est fonctionnaire? Donc je suppose que c'est peu importe que l'agent soit rattaché ou pas au régime privé ou au régime de la CNRACL, c'est toujours la CNRACL qui est prioritaire. Et c'est à ce moment-là la CNRACL qui va regarder si l'agent remplit les conditions ou pas. S'il remplit les conditions, l'enfant est rattaché à la CNRACL, et s'il ne l'est pas, c'est le régime privé qui le prend. Exactement, c'est exactement ça. La CNRACL va d'abord regarder par rapport à sa réglementation si c'est possible. Si ça ne l'est pas, ça apparaîtra sur le décompte définitif. Donc après son instruction, ce décompte définitif devra être transmis au régime général et c'est là qu'ils prendront connaissance pour savoir si la CNRACL les a pris ou pas. Voilà. Alors ensuite, du coup, on rentre dans la condition de réduction d'activité. Alors, la réduction du temps de travail, c'est non seulement une condition nécessaire à l'octroi d'une pension partielle, mais c'est l'essence même du dispositif. Ce qu'on recherche, c'est l'aménagement de la fin de carrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la condition de durée hebdomadaire de travail était déjà remplie, c'est-à-dire que si l'agent est déjà entre 50 et 90% en durée hebdomadaire de travail, il n'est pas nécessaire de modifier à nouveau. Voilà. C'est-à-dire que si c'est le cas, l'agent n'a même pas de demande particulière à faire auprès de l'employeur territorial. Il remplit déjà les conditions. Donc, il y a juste une demande de retraite progressive à faire. Et à ce moment-là, c'est une instruction directement auprès du régime de retraite, mais il n'y a pas besoin, en tout cas, de remodifier cette durée de travail. Alors, au niveau de la quotité de travail, donc, ça concerne le temps partiel et le temps non complet. Donc, temps partiel de droit ou sur autorisation, selon les règles du droit commun.
Donc c'est un arrêté tout à fait classique, une demande de temps partiel tout à fait classique, et temps non complet ou somme des temps non complets dans le cadre d'un agent intercommunal. Voilà, on viendra regarder la somme de toutes les heures qui sont effectuées dans toutes les communes, et il faudra qu'on se retrouve dans une fourchette. Alors cette fourchette pour le temps non complet, elle est entre 17h30 et 31h30, et pour le temps partiel, entre 50% et 90%. Si la quotité de temps de travail change en cours de retraite progressive, le montant de la pension partielle est révisé en conséquence. L'agent peut, au cours du temps partiel, venir moduler. Par contre, s'il y a un passage à temps complet, c'est fini. La retraite progressive ne pourra plus être demandée à nouveau. L'agent tire un trait sur ce dispositif jusqu'à sa mise à la retraite définitive. Voilà. Donc il faut que quand on la demande, on soit sûr. On soit sûr, et on va revenir dessus. La retraite progressive, certes, permet de maintenir quand même la rémunération, puisqu'il y a un versement de pension de la part des caisses de retraite, mais il y a quand même une perte en cours de route. Donc voilà, il faudra bien choisir sa quotité de temps de travail, et si jamais l'agent se rend compte que finalement le temps complet était nécessaire pour lui, il ne pourra pas la redemander. Pour le temps partiel thérapeutique, qu'en est-il? Question sur le TPT. Alors, par définition, en fait, temps partiel d'accord, temps partiel thérapeutique dit temps partiel, mais il garantit le traitement intégral. Et en plus, on a une validation pleine des trimestres. Ça rend le cumul avec la retraite progressive incompatible. Donc, en gros, l'agent qui perçoit une retraite progressive et qui est placé en TPT verra sa pension partielle suspendue jusqu'à sa reprise, où là, du coup, elle reprendra. Voilà. Il y aura de nouveau le versement de la pension partielle. Voilà un petit peu pour les conditions de réduction d'activité. Alors, sur la durée hebdomadaire, oui, parce qu'on a souvent des questions par rapport à ça aussi. On a souvent des questions, en tout cas une inquiétude, par rapport à l'affiliation CNRACL. Mon agent qui passe en dessous des 28 heures hebdomadaires, perd-il son affiliation CNRACL? Alors ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre du coup s'il s'agit d'un temps partiel ou d'un temps non complet. Ce qu'on va regarder en définitive, c'est la durée du poste. La durée du poste. Quand on a un passage en temps partiel, on ne modifie pas la durée du poste. Donc l'affiliation ne va pas changer. Par contre, en cas de temps non complet, c'est possible. Si vous passez sur un temps non complet inférieur à 28 heures, l'agent ne va plus être affilié, et à ce moment-là, il sera régime général, ou en tout cas la somme des temps non complets. On est toujours sur la somme des temps non complets. Il peut y avoir plusieurs temps non complets inférieurs à 28 heures, mais qui ensemble permettent de passer cette barre. Et à ce moment-là, on conserve l'affiliation CNRACL. Par contre, si on est sur un temps non complet supérieur à 28 heures, la durée du poste est bien supérieure à 28 heures, on reste sur une affiliation CNR. Depuis 2025, donc depuis cette année en fait, depuis début d'année, il est possible de faire du temps partiel sur du temps non complet. Alors ça vient bien entendu simplifier la compréhension de tout ça. Et du coup, on peut avoir une hésitation sur quelles sont les conséquences d'un temps partiel de 50% sur un temps non complet qui serait déjà peut-être de 28 heures. Et encore une fois, on regarde, même mécanisme, même raisonnement, on regarde la durée du poste, ou la somme des temps non complets. Si on est supérieur à 28 heures, on reste CNRACL. Si on descend en dessous des 28 heures, on passe régime général. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'octroi d'un temps partiel n'emporte aucune conséquence sur l'affiliation. Seule la modification de la durée du poste le peut. Sachant que un changement d'affiliation en fin de carrière est rarement souhaitable. Généralement, la fin de carrière, c'est là où vous allez avoir votre indice brut le plus important, celui qui est pris en considération pour le calcul de la retraite. C'est là où vous allez peut-être même stratégiquement tenter d'avoir un échelon supplémentaire. Donc, perdre l'affiliation à ce moment-là,
En plus, ça voudrait dire que la CNRACL n'est plus le dernier régime instructeur au moment de la liquidation définitive. Enfin, ça crée un flou dont on peut se passer, voilà, clairement, et dont l'agent ne ressortira pas gagnant. Donc, je ne vous encourage pas à modifier la durée hebdomadaire du poste dans le cadre de la mise en place d'une retraite progressive. Alors, parce que ça aurait pu être plus compliqué, la réglementation sur la diminution du temps de travail en ce qui concerne la CNRACL n'est pas la même que pour l'assurance retraite. Il faut savoir que pour la CNRACL, la durée hebdomadaire de travail doit se situer entre 50 et 90%, tandis que pour le régime général, la retraite progressive suppose une diminution du temps de travail entre 40 et 80%. Ce qui signifie que si vous demandez par exemple un 90% de temps de travail, vous n'allez liquider une pension partielle que pour la CNRACL et pas pour le régime général. Donc si vous vous retrouvez avec un agent qui a, je ne sais pas, 130 trimestres régime général et 20 trimestres CNRACL, il risque de faire une drôle de tête au moment où il va recevoir son complément, sa pension partielle, puisqu'il n'aura pas l'essentiel de ses droits. À ce moment-là, on va plutôt chercher un 80%. Voilà. Sachant que le 40% n'est pas envisageable de toute façon, donc on a tendance à conseiller à l'agent de toute façon entre 50 et 80%. Et si l'agent repasse à 90%, il demande un 80%, puis il passe à 90%, il perdra le bénéfice total et définitif du régime général. Il ne pourra plus y revenir. Voilà, donc là, il y a des pièges à éviter. Il y a vraiment des pièges à éviter. Globalement, il faut se dire que c'est entre 50 et 80%. Sinon, on peut avoir des mauvaises surprises. Ça va, je ne vais pas trop vite. Ouais. Donc voilà pour la quotité de travail au privé. Donc tout ça, bien entendu, ce sont des choses qu'on aborde avec les agents lorsqu'on les reçoit en rendez-vous. On évoque tous ces aspects-là avec eux pour leur permettre de bien comprendre la réglementation et de faire le choix le plus éclairé possible. Donc, on était sur les conditions par rapport à la diminution de temps de travail. On va passer du coup sur la grande nouveauté de cette année, c'est-à-dire l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit. Donc, c'est la réforme du 15 juillet 2025 qui l'introduit, avec un abaissement de l'âge légal à 60 ans. Alors, je vous ai remis sur le côté le tableau que vous connaissez sans doute de report progressif de l'âge légal, de 62 à 64 ans. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la réforme, on ne pouvait bénéficier de la retraite progressive que durant 2 années avant l'âge légal. À partir de maintenant, enfin à partir du 1er septembre, puisque c'est là que c'est rentré en vigueur, même si on a les difficultés d'organisation pour la mise en place du dispositif dans de bonnes conditions, parce qu'on a été tous pris au dépourvu, on peut en bénéficier jusqu'à 4 ans avant l'âge légal. Donc là, ça devient très intéressant en termes d'aménagement de fin de carrière, mais ça devient également très impactant en termes de pension définitive. Donc là, il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'on la demande à 60 ans? Est-ce qu'on la demande à 61, 62? Si on la demande à 60 ans, est-ce qu'on la demande à 80? Est-ce qu'on la demande à 50? Qu'est-ce qui se passe si je reste à 50% pendant 4 ans? Et si je reste après mon âge légal? Je peux très bien rester ensuite jusqu'à mes 67 ans, c'est-à-dire 7 ans potentiellement en retraite progressive. Donc là, il va y avoir des impacts. Il va vraiment y avoir des impacts. Alors, c'est également un atout stratégique. Alors, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des pièges, en tout cas, ça peut engendrer des mauvaises surprises, mais c'est quand même un atout stratégique pour continuer à travailler là où peut-être l'agent aurait voulu s'arrêter. Donc tout d'abord, c'est la possibilité de continuer à cotiser pour des trimestres supplémentaires. Même en exerçant à temps partiel, l'activité professionnelle maintenue permet de cotiser et par conséquent d'accumuler des trimestres. Cela permet non seulement d'atteindre le nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein, je rappelle, c'est la durée en constitution du droit, pas la liquidation, et que ça évite l'application d'une décote
Et ça permet éventuellement de dépasser ce seuil et d'aller plus loin pour peut-être aller chercher une surcote. Donc, alors, je reviendrai dessus, mais rapidement, puisque je l'évoque. On est d'accord pour dire que pour la CNRACL, quand vous travaillez 1 an, vous gagnez 4 trimestres. Peu importe votre durée hebdomadaire de travail. Même si vous êtes à 50%, vous avez bien 4 trimestres en constitution du droit. Bien sûr, il serait, il serait pas équitable que quelqu'un ait la même retraite s'il passe toute sa carrière à 50% par rapport à quelqu'un qui l'aurait passé à temps complet. Donc ces deux personnes-là, une à 50%, une à temps complet, ont la même constitution du droit, ils auront le taux plein à l'âge légal, par contre, ils ne toucheront pas la même pension, ils ne toucheront pas le même montant. Ça, c'est la liquidation. Et là, on va venir proratiser cette durée de travail. Donc par exemple, pour quelqu'un qui se met à 80%, donc 80% par rapport à 4 trimestres sur une année, en liquidation, c'est-à-dire pour le montant, cette personne-là qui se met à 80% prend 3,2 trimestres. Et c'est ça qu'on incorporera dans le calcul de la pension. Voilà un petit peu pour la distinction constitution-liquidation. Donc la retraite progressive n'a pas d'impact en constitution. On garde cette ligne droite vers le taux plein. Possibilité d'une surcote. Donc pour la surcote, si l'agent continue à travailler au-delà de l'âge légal et du nombre de trimestres nécessaires, il peut bénéficier d'une surcote, ce qui augmente directement le montant de sa future pension. Donc on le sait, 1,25% de surcote pour tout trimestre cotisé au-delà de l'âge légal, sauf pour tout ce qui est surcote parentale, qui viendra s'ajouter. Voilà. Donc là, il y a vraiment des stratégies à avoir. Par exemple, un agent qui partirait pour carrière longue aurait parfois un intérêt à rester jusqu'à son âge légal juste pour bénéficier de sa surcote parentale. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, pour le recalcul de la pension. Au moment de la retraite progressive, on va faire un premier calcul. Il faut bien verser une pension partielle, il faut bien qu'on ait un montant de référence, donc on va faire un premier calcul de pension, à 60 ans par exemple. Ensuite, l'agent continue à accumuler des droits, il veut partir à 64 ans, on va recalculer la pension de retraite, avec les nouveaux droits. Donc on va prendre en compte tous ces droits acquis, les trimestres supplémentaires, les éventuelles surcotes. La pension partielle, bien entendu, celle qui a été perçue, n'est pas déduite. Elle est considérée comme une avance et elle garantit que la pension finale reflète l'ensemble de la carrière optimisée. Donc on ne viendra pas soustraire à la pension définitive ce qui a pu être versé au titre de la pension partielle. Voilà, donc l'agent n'y perd pas. Alors, comment ça se passe du point de vue finalement de la pension, traitement, pension, voilà, comment ça s'agence? Donc dans un premier temps, les caisses de retraite, donc c'est bien les caisses de retraite, c'est-à-dire que l'agent qui a eu une carrière mixte va se voir verser une pension partielle de la part de tous les régimes de base auxquels il a cotisé. On ne parlera pas des régimes de retraite complémentaires, que des régimes de base. Donc même si l'agent fait sa demande auprès de la collectivité, que le dossier est instruit auprès de la CNRACL, il faut quand même qu'il en fasse la demande, on le verra, auprès, donc c'est sur Info Retraite, comme d'habitude, auprès de la CARSAT. Il aura sa pension partielle CARSAT et sa pension partielle CNRACL. Voilà. Donc les caisses de retraite calculent le montant de la pension de retraite théorique, celle qui aurait été perçue en cas de départ définitif à ce moment-là, c'est-à-dire âge de démarrage de la retraite progressive, 60 ans, on va faire comme si l'agent pouvait partir à ce moment-là. Et on va calculer sa pension. Donc ce calcul prend en compte le traitement indiciaire, les durées de service et les bonifications. Donc on va récupérer aussi les enfants. Ainsi que l'application éventuelle d'une décote si l'agent n'a pas le nombre de trimestres requis. On fait vraiment comme s'il partait. Donc si l'agent est éligible à un départ classique, ce qu'on appelle sédentaire, qu'il est né après 65, donc il lui faut 172 trimestres en durée d'assurance totale pour avoir son taux plein, qu'il en a que 160 au moment du démarrage de la retraite progressive, il va lui manquer 12 trimestres, on est d'accord, pour avoir le taux plein. Alors certes, il va continuer à travailler, il ne peut pas partir, il va finir par les avoir, ces trimestres-là, mais pas au moment du démarrage de la retraite progressive. Donc on va lui appliquer la décote.
dans ce calcul de montant de retraite. Et cette règle des codes, du coup, va forcément impacter le montant de la pension partielle. Donc, on détermine ce montant de pension partielle. L'agent se met à 80%. On va lui verser, du coup, 80% de son traitement. Alors, bien sûr, vous le savez, 80%, c'est 6/7 du traitement, ce qui en réalité correspond à 85%. En paye, ça se voit. Donc, ça peut être aussi un choix stratégique. Et l'agent, du coup, va percevoir sa rémunération pour la quantité de temps de travail effectué. Donc, le traitement indiciaire est proratisé en fonction du pourcentage de temps partiel. Et ensuite, on fait 100 moins X% du temps partiel par rapport à la pension. Donc, si l'agent se met à 80%, ça sera 100 moins 80%, l'agent va toucher 20% de sa pension calculée à date de démarrage de la retraite progressive. Voilà. Il y a forcément une perte de rémunération qui est liée à ça. On sait que les plafonds de calcul de retraite de la CNRACL, c'est 75%, 80% avec les enfants, mais il y a forcément une perte de rémunération. Il doit y avoir peut-être, il faudrait qu'on regarde quelques cas assez rares où on s'approche fortement du montant perçu en activité totale. Peut-être d'ailleurs, peut-être s'il y a eu 4 enfants, par exemple, avec des avantages liés à du handicap, c'est possible. On n'a jamais vu ça pour l'instant, on n'a jamais fait de simulation pour le calculer, mais généralement, il y a une perte de rémunération, voilà, dans 99% des cas. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on est tout à fait à même de calculer en termes de projection, de simulation pour l'agent, au moment du rendez-vous. On va le faire. Pour la partie pension, reliquat de pension, pas pour la partie traitement. À ce moment-là, on invitera plutôt l'agent à vous demander une simulation de paie à 80%. Voilà, comme ça, c'est plutôt au niveau des RH pour que ce soit un peu plus proche de la réalité. Nous, on ne sera pas capable de prendre en compte les impacts des cotisations, comment ça va se comporter avec le régime indemnitaire, voilà, ce genre de choses. Par contre, pour la pension, on est tout à fait à même de le faire. Alors, le calcul de la pension CNRACL. Donc, le départ en retraite progressive, c'est vraiment un petit départ. Voilà, on fait vraiment comme si l'agent allait partir. Donc, on va regarder la carrière, on va éventuellement la corriger, on va vous demander tout un tas de pièces justificatives qui seront exactement les mêmes que sur un départ classique. Bien sûr, on ne demandera pas d'arrêter de radiation des cadres. Mais du coup, on va procéder à une instruction pleine et entière. S'il y a des corrections à faire au privé, l'agent sera également invité à les faire, puisque ça va jouer sur ses 150 trimestres, ça va jouer éventuellement sur la résorption d'une décote. Donc, c'est une instruction complète. Et le calcul de la pension, qui est une pension provisoire, mais est identique. C'est exactement le même calcul que pour le départ définitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder le dernier traitement brut indiciaire, détenu pendant au moins 6 mois. Donc là, il peut y avoir aussi des questions stratégiques à adopter par rapport à l'octroi d'un avancement d'échelon. On va retrouver ensuite le taux de liquidation CNRACL, qui est un facteur, qui est une constante dans l'équation, qui est de 75%, qui pourra être revu à la hausse en cas d'atteinte de ce plafond, c'est-à-dire que l'agent en fait a eu toute sa carrière à la CNRACL, et s'il y a eu des enfants pris en charge également au titre de la CNRACL. C'est aujourd'hui rarissime, on a dû le voir une fois, ou deux peut-être. Aujourd'hui, dans 99% des cas, on a des carrières mixtes. Donc ce taux n'est jamais dépassé, donc on est sur du 75%. Et pour finir, on inclura dans l'équation le ratio du nombre de trimestres acquis dans la fonction publique. Et là, on va parler de durée liquidable. On ne regardera pas la durée en constitution du droit. Donc, par exemple, pour mon agent qui a fait son année à 80%, on sortira des 4 trimestres pour aller sur du 3,2. Et on va venir proratiser chaque année de travail en fonction du temps d'activité hebdomadaire qui a été exercé. Voilà. Ça, on l'inclut dans le calcul. Durée liquidable différente de la durée en constitution du droit. Pour finir, le nombre de trimestres requis, c'est celui qui dépend de la génération de l'agent et de la catégorie d'emploi.
On a des agents, par exemple catégorie active, qui bénéficient de durées d'assurance requises inférieures à celles nécessaires pour l'âge légal. Donc là, il faudra faire attention. Par exemple, en catégorie active, on a souvent du 168 trimestres. Donc là, on mettra soit 172 si c'est l'âge légal pour les agents qui sont nés après 65, soit 168 par exemple pour un agent en catégorie active dont le droit est ouvert et qui a bien ses 17 années. Enfin bon, en tout cas, le calcul est identique. Alors, j'espère que vous êtes accrochés parce qu'on a fait les choses bien. Donc exemple, parce que c'est quand même bien d'avoir un petit exemple pour savoir exactement de quoi on parle et comment on va faire toutes ces simulations et tous ces calculs. Alors la raison pour laquelle aussi on vous présente cette simulation, ou en tout cas cet exemple-là, voilà, c'est surtout que la CNRACL ne propose pas sur sa plateforme des simulations retraite progressive. Vous avez peut-être déjà essayé de rentrer des retraites progressives en simulation, et bien c'est pas possible. Voilà, donc il faut comprendre la réglementation pour pouvoir faire des projections sur des montants de pension partielle pour l'agent. Alors on va prendre l'exemple de Flora. Flora est née le 26 mars 66, elle a 2 enfants. Son traitement, qui est la conséquence directe de son indice brut et du coup majoré, est de 2323,55 €. Donc brut, on raisonnera toujours en brut. Donc Flora a appris à la télé qu'elle pouvait bénéficier de sa pension partielle à partir de ses 60 ans. Donc finalement bien avant son âge légal, qui serait de, je ne sais plus, 63 ans et 3 mois, je crois que je le marquerai un peu après. En tout cas, elle veut en bénéficier à hauteur de 80% d'un temps complet. Donc on a regardé sa carrière à Flora, on a déterminé qu'elle avait une carrière mixte, elle a 70 trimestres d'activité au titre du régime général, et elle a 75 trimestres d'activité au titre de la CNRACL. Alors c'est dommage, elle n'aurait eu que 145 trimestres d'activité. Mais heureusement, on sait que l'on prend en considération les enfants. Après simulation pour un départ classique, on sait que, puisqu'on triche un peu quand même, on sait, d'après le simulateur CNRACL, que la CNRACL va récupérer un enfant sur les 2, parce que Flora a pris un congé mat concomitant à la naissance de son enfant. Donc on a bien 4 trimestres, enfin du premier en tout cas par exemple, on a bien 4 trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de la CNRACL, et on sait, de facto, qu'il y aura 8 trimestres de majoration au titre du régime général. Donc, super, Flora a bien tous ces trimestres, enfin les trimestres nécessaires pour débloquer la retraite progressive. Et sa durée d'assurance, nécessaire pour le taux plein, c'est 172 trimestres. Ça dépend de sa génération. Alors, comment on va déterminer la pension partielle de Flora? Tout d'abord, on va déterminer le pourcentage de pension. Alors, terme barbare pour désigner finalement l'équation qu'on vient de voir juste avant, sans la partie traitement brut. On va regarder que les 75% que multiplie le ratio que vous voyez ici dans la bulle bleue. Donc on a bien le 75%, multiplié par le nombre de trimestres liquidables CNRACL, divisé par le nombre de trimestres nécessaires, 172, et on obtient un pourcentage de pension de 34,44%. J'insiste, pour l'instant, Flora n'est pas à temps partiel au démarrage du calcul. Elle demande un 80% au moment du démarrage. Donc elle n'est pas encore à temps partiel. On ne va pas encore proratiser. On proratisera plus tard pour le calcul de la pension définitive. Pour l'instant, on regarde la pension provisoire. Il n'y a pas encore le 80%. Donc on ne proratise pas la durée liquidable. On sait qu'il va manquer à Flora des trimestres. Elle n'en a que 157 au total. Donc il va lui manquer 15 trimestres. 172 moins 157. Ça fait une décote totale de 15 multiplié par 1,25%, puisque la décote autant que la surcote est de 1,25% par trimestre manquant ou en surplus, ce qui lui ferait 18,75% de décote si elle partait pour de vrai à 60 ans. Alors elle ne pourrait pas de toute façon, mais on fait comme si.
On applique ce taux de liquidation, enfin ce taux de décote, 18,75%, on l'applique au pourcentage de pension, 34,44%. Alors si, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas matheux, hein. Mais n'hésitez pas à reprendre ça peut-être à tête reposée si vous voulez aller plus loin. Sinon, de toute façon, ce sont des choses qu'on propose aux agents. Donc voilà, pas d'inquiétude, vous n'aurez pas forcément à le poser vous-même. On va obtenir du coup 6,45. En fait, ce sont des points. Voilà, on va appeler ça des points. On va retrancher ces points, du coup, qui sont la conséquence de l'application de la décote, au pourcentage de pension initiale, à savoir 34,44. Et on va obtenir, du coup, un pourcentage de liquidation de 27,99%. Et du coup, ce pourcentage tient compte de la décote. Donc, on a bien notre pourcentage de pension actualisé à la décote. On va maintenant pouvoir finir notre équation, qui est là, en multipliant par le dernier traitement brut indiciaire détenu par l'agent pendant au moins 6 mois. 2323,55 €. On a enfin notre pension CNRACL provisoire de 650,36 €. Donc ça, c'est ce que toucherait l'agent par la CNRACL s'il partait à ce moment-là. Que va verser la CNRACL? La CNRACL va verser, du coup, 20%, donc le reliquat, hein, l'agent demande un 80%, donc on sert 20% de la pension, 20% de 650, l'agent se verra toucher 130 € brut. Voilà. Bien entendu, le régime général fera la même chose de son côté selon ses propres règles de calcul. Mais il y aura quand même l'application de la décote. Alors j'espère que j'ai perdu personne en cours de route. Je vous ferai pas l'affront de vous dire « Allez, on le reprend une deuxième fois pour bien tout comprendre ». On va s'en tenir là. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas. Audrey sera super contente d'y répondre mathématiquement dans le chat. Alors, pour vous montrer un petit peu en termes d'exemple ce que ça peut donner, voilà, pour vulgariser un petit peu tout ça, je vous ai fait des simulations, entre guillemets, sur ce que ça peut donner pour des situations différentes. Donc, je reprends mon temps partiel 80%, parce que c'est celui qu'on estime, nous, le plus intéressant. Voilà, sans mentir, hein, c'est celui-là qui va offrir le maximum d'optimisation pour la fin de carrière. Donc, on va prendre l'exemple d'un 80% de quelqu'un qui démarre la retraite progressive à 60 ans et qui a un âge légal à 64 ans. Donc, l'agent va rester pendant 4 ans à 80%, sachant que là, je vais partir du principe qu'il s'agit d'un taux plein sans surcote. Et on est hors réglementation minimum garantie. C'est encore autre chose. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Ce sont des montants forfaitaires. Mais on va partir du principe que le scénario est vraiment classique et simple. Donc, Jean-Michel a un indice brut de 372. Donc, ça lui fait un traitement de 1821 €. On l'a fait évolutif. Hein. Au niveau des rémunérations, vous le voyez par rapport à Cynthia et Patricia. Donc, pour Jean-Michel, à temps complet, il va toucher, du coup, en pension définitive, hein, on est bien sur les impacts de la pension définitive, hein, il va toucher 765 € en fait, s'il restait à temps plein, jusqu'à son âge légal, donc il ne passe pas ses 4 ans à 80%, et s'il choisit la retraite progressive à 80%, sa retraite finale, définitive, sera de 728,57 €. Donc, en faisant le choix de la retraite progressive, Jean-Michel va perdre à peu près 40 € bruts de retraite mensuelle. Voilà. Pour Cynthia, même scénario, mais à 2299 € bruts de traitement, on est sur une perte de 46 €. Pour Patricia, qui touche 2851 € bruts, on va être sur un delta de 57 €. Voilà un petit peu, je pense que ça permet de mieux comprendre, en tout cas d'avoir des ordres de grandeur, de savoir comment ça va impacter sur la retraite définitive. Ça, c'est pour 3 rémunérations différentes. On l'a également fait pour Cynthia, donc rémunération, on va dire, par rapport à ce qu'on a vu avant, médiane, pour des temps partiels différents.
Cynthia va toujours rester pendant 4 ans en retraite progressive, mais cette fois-ci va opter entre 90%, enfin va aussi entre 90% et 50%. Alors on a pris le 90% vraiment pour l'exemple, même si on ne le conseille pas par rapport à la réglementation du régime général. Mais pour que vous ayez un meilleur aperçu. Et là, vous allez voir que ça peut commencer à chiffrer. 90%, on aura une perte de 25 € mensuels brut sur la retraite définitive. 70%, 55 €. Et à 50%, 82 €. Donc là, effectivement, on a des impacts. Voilà un petit peu pour les ordres de grandeur. On est toujours sans surcote. Alors, donc je vous l'ai dit, la CNRACL fait sa popote de son côté, le régime général, même chose du sien. Alors, on ne rentrera pas dans le détail de leur façon de procéder, juste pour rappel de leur méthode de calcul. Alors, c'est de notoriété commune, hein, on le sait, c'est la moyenne des 25 meilleures années. On a un taux, alors on dit souvent que c'est 50% des 25, en réalité on est entre 37,5 et 50. Donc ça peut aller un petit peu en dessous aussi. Hein. Et ensuite, c'est du coup le ratio des trimestres inscrits sur le relevé de carrière. Alors en réalité, c'est la durée d'assurance au régime général. Hein. D'ailleurs, c'est précisé juste au-dessus. C'est comme pour la CNRACL. C'est la durée liquidable CNRACL d'un côté, régime général de l'autre, divisé par le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein. Donc là, par contre, on est sur la même considération, le même ratio. Enfin, vous voyez, on retrouve un petit peu la même logique. C'est juste par rapport aux revenus. Donc au traitement, que là on va avoir une différence. Là où l'agent CNRACL est au maximum de son traitement en fin de carrière, c'est pas forcément le cas pour un agent, enfin un salarié du régime général. Hop. Alors, pour le privé, vous avez, parce qu'on peut donner des estimations de retraite progressive pour le public, hein, on l'a vu. Il est possible d'avoir la même chose pour l'agent au privé, mais à ce moment-là, nous, on ne le fournira pas. Ça sera directement sur le site Info Retraite. Ils ont une section hein, dédiée à ça, et il est possible de faire une simulation personnalisée. Voilà. Et là, l'agent peut avoir une idée approximative de ce que peut représenter sa pension partielle. De même, il verra l'application d'une certaine décote s'il n'a pas son taux plein. Alors, c'est assez rare hein, qu'il y ait un taux plein en démarrage de retraite progressive. Souvent, on se voit quand même appliquer une décote. Mais en tout cas, si l'agent vous pose la question, qu'en est-il du régime général? Eh bien, vous l'orientez directement vers son espace personnel Info Retraite. Et si jamais l'agent a du mal avec ça, eh bien, vous n'hésitez pas à l'orienter du coup vers France Service. Je crois que j'en parle juste après. Alors, pareil, l'agent doit formuler sa demande de retraite progressive. Donc, il peut avoir sa simulation de retraite progressive sur le site Info Retraite. Il faut également que sur ce même site, il fasse sa demande. Sinon, le régime général ne sera pas au courant de la démarche de l'agent. S'il ne fait qu'une demande de temps partiel et qu'ensuite vous nous transmettez par exemple le dossier en instruction, à aucun moment le régime général n'est tenu au courant. Et on a des doutes sérieux sur le fait que appeler le dossier en liquidation sur PEPS informe le régime général. À mon avis, c'est pas forcément le cas. Peut-être, mais en tout cas, on n'en a pas la certitude. Donc, il y a une section réservée à la demande de retraite progressive en ligne sur Info Retraite. Il faut inviter l'agent à s'y rendre et à formuler sa demande pour liquider tous les régimes de base. C'est exactement la même chose que pour un départ définitif sur la demande de retraite en ligne. Exactement la même chose. Et bien sûr, vous pouvez orienter l'agent vers les maisons France Service. Alors, leurs gestionnaires sont formés par la CARSAT.
et ils seront normalement à même d'accompagner l'agent sur tous ces éléments-là. Alors peut-être pas de préciser des éléments très techniques par rapport à la décote, une simulation par rapport à une surcote parentale ou ce genre de choses, mais en tout cas au niveau des démarches et des procédures et des délais, parce qu'on va se retrouver sur des délais identiques. Entre 5 et 6 mois, il faudra formuler la demande de retraite progressive en ligne. Voilà. Tout comme un départ définitif, on est vraiment toujours sur cette redondance du délai de 6 mois. Alors, dernier élément qui a son importance, la surcotisation. Alors, avant d'aborder ça, peut-être je vais demander s'il y a des questions éventuelles. Oui, on a une question. Alors, l'agent et la collectivité ont-ils des délais à respecter? Demande de l'agent et envoi du dossier à la CNRACL pour étude. Donc, en ce qui concerne l'agent, effectivement, comme tu l'as dit, on conseille qu'il effectue sa demande de retraite progressive en ligne 5 à 6 mois avant la mise en place du dispositif. Une fois qu'il a fait cette démarche, il va falloir qu'il l'informe. Et ensuite, effectivement, il y a un délai incompressible de 75 jours, on arrondit à 3 mois, pour la CNRACL, pour l'envoi du dossier, voilà, avant la mise en place du dispositif. Donc, le dossier doit être envoyé au moins 3 mois avant à la CNRACL. C'est ça, exactement. Exactement. Après, pour les délais de l'octroi, par exemple, d'un temps partiel, il n'y a rien de propre par rapport à la retraite progressive. En réalité, c'est une demande de temps partiel tout à fait classique. L'agent ne va pas vraiment demander sa retraite progressive auprès de la collectivité. Il va plutôt demander l'octroi d'un temps partiel. Et d'ailleurs, il y a des modèles qu'on peut trouver d'arrêtés de retraite progressive. Il n'y a rien d'obligatoire là-dessus. La collectivité peut prendre un arrêté qui acte le fait que l'agent rentre en retraite progressive, mais ce n'est pas nécessaire pour le démarrage du versement de pension partielle. Seul l'arrêté de temps partiel est nécessaire. Donc par exemple, l'agent qui remplit déjà les conditions ne va rien demander d'autre que l'instruction d'un dossier de retraite progressive. Voilà. Et du coup, juste ce délai de 6 mois pour envoyer sa demande de retraite en ligne. Voilà. Et bien sûr, pour vous demander d'instruire le dossier, puisque l'employeur territorial a la charge de l'instruction dès lors que l'agent est affilié CNRACL. Si vous avez un agent, quand bien même fonctionnaire, titulaire, mais affilié à l'IRCANTEC, vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est que de gérer potentiellement une demande de temps partiel. Voilà. On a une autre question. Comment faire quand un agent est contractuel de la fonction publique? Alors, c'est la même chose, en fait. Contractuel de la fonction publique. Alors, par contre, la réglementation, c'est le 40%, 80%. Voilà. Cet agent ne cotise pas à la CNRACL, donc ce ne sont pas les règles de la CNRACL qui seront appliquées. C'est vraiment les règles de l'assurance retraite. Par contre, la collectivité devra quand même prendre un arrêté d'octroi de temps partiel. Oui, voilà, il faudra octroyer le temps partiel pour l'agent contractuel. Voilà, la logique est la même. Par contre, ce sera uniquement la demande de retraite en ligne qui va aboutir à une instruction. Il n'y aura pas d'instruction de l'employeur puisqu'il n'y a pas d'affiliation CNR. Pas d'autres questions? Ok. Alors, la surcotisation. C'est quelque chose qu'on a pas mal abordé avec la retraite progressive. À ne surtout pas confondre avec la surcote. Je rappelle, la surcote, c'est l'octroi d'une majoration de pension de 1,25% pour chaque trimestre cotisé en plus après l'âge légal. Ça, c'est la surcote. La surcotisation, c'est le fait pour l'agent mis à temps partiel de se comporter auprès de la CNRACL comme s'il était à temps plein. Donc, je vous l'ai dit, la retraite progressive a un impact, ou plutôt, il faudrait presque dire le temps partiel, en fait, a un impact sur le montant de la retraite définitive. Ce n'est pas vraiment la retraite progressive, c'est plutôt le temps partiel qui a un impact sur la retraite progressive. L'agent qui est à quelques années de sa retraite définitive et qui souhaite bénéficier de la retraite progressive
peut très bien ne pas vouloir voir sa pension de retraite définitive impactée par son temps partiel. À ce moment-là, il peut faire le choix de surcotiser, c'est-à-dire de verser à la CNRACL un supplément de cotisation pour garder sa pension pleine et entière, comme s'il restait à temps complet. Donc l'agent verse bien une retenue pour pension à un taux particulier. Il est nécessaire également pour la collectivité, à ce moment-là, si c'est le choix de l'agent, de prendre un arrêté de temps partiel, mais cette fois-ci surcotisé. L'arrêté doit mentionner le fait que l'agent a choisi la surcotisation, a choisi de surcotiser. Donc l'agent l'agent a la volonté de conserver sa retraite pleine et entière comme s'il était à temps complet. Mais il ne peut pas être en surcotisation ad vitam aeternam. Par exemple, toute sa carrière. L'agent qui serait à 80% depuis sa titularisation jusqu'à sa mise à la retraite pendant peut-être, 40 ans, ne peut pas rester en surcotisation. Il y a une limite à cette surcotisation qui est de 4 trimestres. Alors attention, la nuance. Dire qu'il y a une limite de 4 trimestres à la surcotisation ne signifie pas que l'agent ne peut surcotiser que pendant 1 an. En réalité, il faut le comprendre que le temps non travaillé, donc les trimestres non travaillés, ne peuvent pas dépasser 4. Alors, c'est pas évident à expliquer. En gros, si vous vous mettez à 50% sur une année, on est d'accord que vous aurez en durée liquidable 50%. Donc 2 trimestres. Et il y aura 2 trimestres, du coup, qui sont le reliquat que vous n'aurez pas en liquidation. Donc, vous aurez... Et si vous demandez la surcotisation pour ça, vous aurez surcotisé pour 2 trimestres, quand bien même l'agent a passé 1 an à temps partiel, 50%. Donc, en gros, il faut regarder le temps non travaillé, le convertir en trimestre, et ce nombre-là sera plafonné à 4. Voilà. Donc, pour, par exemple, du 80%, c'était 3,2 trimestres par an. Donc, finalement, une surcotisation éventuellement sur 0,8. Il faudra comptabiliser plusieurs fois 0,8 au cours de plusieurs années, donc 5 ans, c'est ce que vous voyez dans le tableau juste en dessous, avant d'atteindre les 4 trimestres liés à de la surcotisation. Alors j'espère que je me suis bien exprimé par rapport à ça, parce que je ne vous dis pas comme c'est compliqué à expliquer. Pour résumer, 50% en quotité de travail, vous ne pouvez surcotiser que pendant 2 ans. 60%, vous ne pouvez surcotiser que pendant 2 ans et 6 mois. 70%, 3 ans, 4 mois. 80%, 5 ans et 90%, 10 ans. Voilà. Donc effectivement, l'agent qui se met à 80% pendant 4 ans peut très bien surcotiser. Mais est-ce que c'est intéressant ? Finalement, parce que l'agent va verser un surplus, va verser une retenue supplémentaire à la CNRACL. Donc en fait, l'agent va investir de l'argent. Hein. C'est exactement ça. Vous investissez de l'argent pour ensuite en récupérer finalement un peu plus tous les mois une fois que vous êtes à la retraite. Ou plus exactement, ne pas en perdre. Et ça revient à la même chose. Donc, avant de regarder un petit peu la rentabilité de tout ça, parce que je vous ai préparé aussi des superbes équations, qu'est-ce que ça implique en termes de taux sur la retenue. Taux de retenue CNRACL pour l'agent en 2025, 11,10%. C'est ce que l'agent, c'est le taux de cotisation de l'agent CNRACL. Taux de contribution employeur, donc vous le savez, ça a été revu à la hausse, 34,65%. Vous pourriez vous dire peut-être que si l'agent souhaite surcotiser, est-ce que moi, en tant qu'employeur, je vais payer plus cher pour ça? Est-ce que mon taux de contribution va également augmenter? La réponse est non. Pour l'employeur, ça ne change rien. C'est pour l'agent que ça a un impact. Et vous voyez ici dessous, du coup, le taux de la retenue pour l'agent que ça emporte. Si l'agent se met à 50%, par exemple, il va passer de 11,10% à 23,85%. Donc le taux fait plus que doubler. Alors que le temps de travail fait moins que diminuer de moitié. Enfin, ne diminue que de moitié. Donc là, déjà, on a des impacts qui sont très forts. Et ensuite, bon, on a des augmentations qui sont bien stratifiées. Je vous ai mis au-dessus la formule.
Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est simplement que l'agent prend à sa charge finalement une partie du reliquat de la cotisation qu'aurait dû verser l'employeur et que lui aurait dû verser également. Voilà, c'est les calculs CNRACL. Alors, donc, impact pour l'agent en activité. Donc non seulement l'agent qui se met à 80%, non seulement va avoir une perte de rémunération, il va se retrouver au 6/7e, mais en plus de ça, s'il souhaite surcotiser, il aura encore moins de pouvoir d'achat puisqu'il va cotiser davantage et du coup, la paye va s'en ressentir. Alors, et c'est ma dernière diapo, je crois, c'est promis. La surcotisation. Alors, concrètement, ce que ça implique. Donc, on va reprendre notre exemple de Flora. Flora, du coup, vous vous rappelez, qui a choisi de se mettre en retraite progressive à 60 ans, avec un âge légal de 63 ans et 6 mois. Donc Flora va rester en retraite progressive pendant 3 ans et 6 mois, avant de prétendre à sa retraite définitive. Flora, du coup, a très peur de perdre de l'argent par rapport à son temps partiel, et elle estime qu'il serait intéressant pour elle de surcotiser. Et c'est là où on va avoir du coup les entremêlements de toutes les notions de durée liquidable, durée en constitution, surcotisation, etc. Donc en liquidation, pour 3 ans et 6 mois supplémentaires, si pendant ces 3 ans et 6 mois, Flora était restée à 100%, elle aurait eu 14 trimestres en plus. 4 trimestres par an, 3 x 4, 12, plus 6 mois, 2 trimestres, 14. Elle aurait eu 14 trimestres en plus. Si elle se met à 80%, donc en durée liquidable, on fait 0,8 que multiplie 14, 11,2, on passe pas à la barre des 45 jours, on reste à 11 trimestres. Donc Flora, dans son calcul de pension, va rester à 11 trimestres. Sachant que la durée d'assurance CNRACL qu'elle détient à 60 ans, c'est celle qu'on a vue précédemment, 79 trimestres. On reste là-dessus pour le démarrage de la retraite progressive. Alors, on va calculer sa retenue sur 3 ans et 6 mois, finalement. À quoi ça correspond? Donc, elle se met à 80%, je reviens juste avant, 80%, elle va du coup surcotiser, son taux de cotisation va être porté à 16,20 au lieu de 11,10. Soit une différence du coup de, je ne l'ai pas posé directement, mais 16,20 moins 11,10, 5,1 points. Donc 5,1% finalement supplémentaire par rapport à son traitement brut. Et ça sur une durée de 42 mois, c'est-à-dire du coup 3 ans et 6 mois. Ce qui fait que Flora, finalement, va investir auprès de la CNRACL pendant son activité 4 977 € supplémentaires. Si elle est à 100%, donc pour les scénarios de pension, elle aura 93 trimestres CNRACL, 79 plus 14, soit une pension de 942 €. À 80%, elle aura 3 trimestres de moins, 90 trimestres CNRACL, soit une pension de 911 €. Elle perd 30 €. Ça reprend les exemples que je vous donnais juste avant par rapport à l'impact de la pension partielle sur les durées liquidables. Donc, en termes de rentabilité, finalement, par rapport à sa pension définitive, il faudra, donc elle a une perte de 30,37 €, 4 977 € divisé par 30,37, divisé par 12 mois pour avoir le ratio en années. Donc Flora mettra 13 ans et 6 mois pour rentrer dans ses frais, par rapport à ce qu'elle a donné en plus à la CNRACL quand elle était en activité. Voilà. Donc au terme de 13 ans et 7 mois, ça y est, Flora verra un retour sur investissement par rapport à sa surcotisation. Voilà un petit peu, ça vous donne une idée aussi des échelles de temps que ça peut représenter par rapport à la surcotisation. Alors encore une fois, les calculs je les ai un peu simplifiés pour l'exposer. Si jamais vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de téléphone, on rentrera plus dans le détail, il n'y a pas de souci. On peut même le poser sur tableur. C'est pas du tout un problème. Mais si l'agent vous dit en gros, est-ce que c'est rentable de surcotiser, il y a un arbitrage à faire. Alors,
c'est à l'agent d'en décider, hein, mais on va être sur des moyennes de rentabilité entre 10 et 15 ans, à peu près. Voilà, à peu près. Sachant que si on mettait du 50% en taux de liquidation, en taux de durée hebdomadaire de travail, on serait sur des rentabilités beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que ça mettrait plus de temps avant d'être rentable. Alors, normalement, là, on rentre dans les ateliers, donc c'est pour les... Si jamais vous souhaitez, hein, on fait des ateliers retraite progressive. Alors, j'ai plus les dates en tête exactement, surtout qu'elles seront peut-être sujettes à modification et à actualisation, on recommuniquera là-dessus, mais on fait les calculs ensemble, voilà, hein, pendant les ateliers. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser les tenants et les aboutissants du calcul de retraite progressive, n'hésitez pas à venir aux ateliers. On prend des cas réels et on fait des calculs. Donc, ceux qui apprécient les maths, n'hésitez pas à venir. Voilà. Il est 15h20, on est pas mal. Il y a une question. J'ai un agent contractuel qui travaille à 50% et qui demande un taux d'activité de 40% pour sa retraite progressive. Est-ce que c'est possible? Et je pense, oui, à moins qu'il y ait statutairement une impossibilité de descendre en dessous des 50% pour un agent contractuel. S'il n'y a pas d'impossibilité statutaire d'octroyer un temps partiel 40% pour un agent contractuel, à ce moment-là, oui. Voilà, il faudrait juste vérifier ça. Je ne suis pas très au fait de la réglementation sur l'octroi du temps partiel pour les contractuels, je vous avoue. Ça cherche en même temps derrière. Donc voilà, c'est la question qu'il faut résoudre. Sinon, non, il n'y a pas d'impossibilité pour un contractuel puisqu'il est bien affilié au régime général. Voilà. Donc, à part cette question-là, non, pas d'impossibilité. Ouais, c'est ça. Parce que pour un fonctionnaire, il ne peut pas descendre en dessous de 50%. Et effectivement, si on est sur la même, réglementation, à confirmer. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, comme ça on prend le temps de chercher, on vous fait une réponse sourcée. Ce sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a des points peut-être sur lesquels vous souhaitez que je revienne éventuellement? Des choses peut-être sur lesquelles je suis passé un peu vite ou qui nécessiteraient des précisions? C'était fourni, hein. Je ne suis pas sûr d'avoir été précis pour tout. Surtout j'avais peur de ne pas finir dans les temps. Pas de questions particulières. Pour les fonctionnaires et agents contractuels employés à temps complet, la durée du service ne peut être inférieure au mi-temps. On a une réponse. Pour les agents contractuels qui sont à temps complet, la durée hebdomadaire de service ne peut pas être inférieure à 50%, au mi-temps. Voilà. Donc c'est sur l'octroi du temps partiel que ça va coincer, et pas vraiment sur la liquidation de la retraite progressive. On a une autre question. Est-ce qu'un agent IRCANTEC peut demander une surcotisation? Est-ce qu'un agent IRCANTEC peut demander une surcotisation? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Joker. On va regarder ça. C'est qui pose cette question? Est-ce qu'on peut prendre vos coordonnées? Ouais, c'est une bonne question. Pour un agent IRCANTEC, du coup, qui cotiserait au régime général, est-ce qu'on peut surcotiser? Pour moi, non. Ça me semblerait bizarre parce que pour le régime général, le calcul de la pension provisoire se fait selon les mêmes règles que la pension définitive. C'est-à-dire, du coup, que vous validez des trimestres en fonction des montants perçus. Il n'y a pas d'histoire de durée en constitution et de durée liquidable au même titre que pour la CNRACL. Donc, on va plutôt, je pense,
vu que c'est la moyenne finalement des 25 dernières années et non par rapport au dernier traitement brut, je ne pense pas qu'il y ait de... Ouais. Mais je me trompe peut-être. Hein. Sur un site d'un centre de gestion, ils disent que ce dispositif est uniquement ouvert aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Eh ben, voilà, donc uniquement ouvert aux fonctionnaires affiliés CNRACL. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez déterminer le taux de surcotisation que vous affectez. Donc pour moi, non, effectivement. De toute façon, on a un site de CDG, le CDG 16, voilà, on donne les noms. Le CDG 16 nous dit que c'est pas possible. Uniquement ouvert. Ouais, uniquement ouvert aux fonctionnaires affiliés CNRACL. Mais c'est bien, on fait nos devoirs en même temps. Je n'ai pas saisi votre réponse, je vous enverrai donc un mail. D'accord, ben, pas de souci. Pas de souci. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer cette session. Alors, bien évidemment, vous aurez également le support disponible sur le site du CDG. Vous aurez également le replay, si vous voulez le revisionner. J'en profite également aussi pour remercier les collectivités et établissements qui ont joué le jeu du forum et qui ont envoyé leurs agents. Voilà, on a eu quand même des retours plutôt sympathiques. À peu près 120 agents qui étaient présents, qui ont pu prendre des renseignements. On sait que c'était le premier. Alors, on sait que sur quels axes d'amélioration on va pouvoir s'orienter pour la fois suivante. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir joué le jeu. Je vous souhaite du coup Ah oui, la PSC. Petit propos qui conclut la PSC. Alors, vous avez peut-être, si vous faites partie des collectivités membres du Club Expert, reçu un mail très récemment vous demandant de vous positionner sur votre souhait que l'on organise des réunions dans votre collectivité. Donc, je vous invite à me revenir vers moi rapidement pour qu'on puisse s'organiser. Il y a un rendez-vous statut sur le sujet jeudi. Voilà, que j'animerai aux côtés de Madame Bernade. Et on va reprendre tout le dispositif une dernière fois. Donc, ce sera beaucoup de redites. On va revoir les garanties, on va revoir les tarifs, on va revoir la réglementation, la procédure d'adhésion. Alors, on va tout reparcourir une dernière fois ensemble pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi tout ça jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard pour vous positionner. Donc, si jamais vous avez des questions, des demandes de précision, que vous voulez y voir plus clair, eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi matin à quelle heure? À 9h. Voilà, jeudi matin à 9h. Et normalement, il n'y aura pas de report de date. Voilà, je l'espère. Je vous souhaite du coup une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup.